Comment est-ce que je me sécurise financièrement? Il y a de l'argent sur le compte, donc j'en profite, je me fais kiffer, je fais des trucs trop bien. Vous revendez cette boîte-là, boum, vous devenez très riche. Votre santé financière entre l'année 1 et l'année 5 sera radicalement différente. Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello et bienvenue dans l'épisode du jour de MedMoney. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener quasiment une masterclass dans cet épisode. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment abordé très souvent et on va vraiment aller aujourd'hui dans le pratico-pratique des finances personnelles notamment. Honnêtement, ce que je vais vous donner là, c'est de la bombe. C'est de l'information que peut-être vous avez déjà retrouvée dans un livre. Moi, c'est quelque chose que, grosso modo, j'avais un peu entendu, mais c'est même pas quelque chose que j'ai vu pendant mes études. C'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai peaufiné, une méthode que j'ai pris d'un séminaire et que j'ai testé, peaufiné. Et je vais vous servir ça aujourd'hui. Donc, grosso modo, avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De finances personnelles, pas juste de comment gérer un budget, mais j'aimerais vraiment qu'on vienne parler de comment est-ce que je me sécurise financièrement et ensuite comment est-ce que je peux faire travailler mon argent. On ne peut faire plus d'actualité que ce sujet-là à l'heure actuelle et je pense que ça va toucher évidemment toutes les personnes qui m'écoutent parce que pour la majorité d'entre vous, vous êtes entrepreneurs et donc c'est très bien de se rémunérer, c'est très bien d'avoir une activité rentable, sauf que ce que la majorité des entrepreneurs ne font pas, c'est de se sécuriser en dehors de leur business. Donc je parle juste un petit peu de ce sujet-là et après je vous amène vraiment une méthode pratique pour savoir quand vous allez avoir votre rémunération, comment est-ce que vous répartissez vos dépenses, vos sorties pour vraiment à la fois vous faire plaisir, à la fois vous créer une sécurité financière et à la fois vous créer un avenir financier puisque ces trois notions sont complètement différentes. Mais d'abord, revenons sur le point principal que j'ai observé qui m'ont amené à mettre ça. Ce que je vous donne là, c'est un gros point dans ma formation Financial Serenity au module 5 dans lequel on apprend à être une vraie gestionnaire, une vraie leader de ses finances. Parce que à force d'accompagner des femmes entrepreneurs, mais je pense que c'est valable pour les entrepreneurs tout court, j'ai remarqué qu'il y a cette espèce de truc qui se crée à l'intérieur de nous qui est de vous réaliser que vous pouvez créer de l'argent par vous-même, d'accord? Évidemment, pour ça, il faut créer de la valeur ajoutée. Donc, on fait un service de qualité, on vend avec éthique, on travaille sur soi. Mais une fois qu'on a ce côté-là et qu'on a compris quelle était sa manière de vendre, comment est-ce qu'on était à l'aise, qu'on avait trouvé notre public, notre positionnement, bref, tout ce que vous savez sur le business, il y a ce côté de mais en fait, c'est plus facile de créer de l'argent comme ça que d'aller négocier des augmentations de salaire, que d'aller sur plein d'autres terrains. Et notamment, on commence à avoir cette croyance que c'est plus facile de générer de l'argent comme ça qu'avec l'investissement. Je vais pas vous mentir, il y a un côté de moi qui est d'accord avec ce statement-là. Sauf que, pour que ce soit le cas, il faut vraiment créer une activité et j'ai envie de dire une entreprise, une marque qui a vocation à être valorisée pour pouvoir être revendue. Ok ? Est-ce que vous me suivez ? Ça veut dire que vous créez une entreprise qui va créer la valeur ajoutée, etc., qui du coup va avoir une valorisation, donc qui va valoir X millions d'euros, milliards peut-être. Et du coup, vous revendez cette boîte-là, boum, vous devenez très riche, entre guillemets. D'accord ? Ça, c'est le truc de base. Ensuite, il y a autre chose, par exemple, qui existait à l'époque dans tout ce qui est notamment profession libérale, profession plutôt d'indépendant, mais je vous parle d'une époque lointaine, entre guillemets, dans laquelle on crée une activité avec ce qu'on appelle un fonds de commerce, d'accord ? C'est encore d'actualité, si vous achetez un restaurant, par exemple, ça se passe comme ça. Le fonds de commerce, c'est, par exemple, le restaurateur, il a créé son activité, il a pignon sur rue, il a une clientèle régulière, etc. Du coup, son restaurant, il est valorisé à un certain prix et au moment où il va prendre sa retraite, il va trouver quelqu'un qui va venir racheter son restaurant,
qui va venir acheter son fonds de commerce, pour être exact. Et du coup, lui, il va prendre cet argent-là et puis il va pouvoir aller faire sa retraite. OK ? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est tellement quelque chose qui s'est démocratisé, que c'est accessible un peu à tout le monde à partir du moment où vous avez une compétence que vous êtes capable de valoriser et que vous êtes capable de vendre. OK ? Donc, c'est logique de je crée une boîte que je revends ou je crée un fonds de commerce ou en gros, je me fais une clientèle, un portefeuille client que je vais pouvoir transmettre à un moment donné. C'est pas forcément valable dans les activités que vous avez. Ça veut donc dire que vous avez 2 choses à faire. Vous avez géré votre boîte, développer votre boîte, toujours dans la valeur ajoutée, etc. Et en même temps, vous devez sécuriser votre avenir financier. Puisque ça, personne ne le fait pour vous, personne ne le fera pour vous. Et en fait, je me suis rendu compte que peu importe le niveau d'entrepreneuriat, ce step-là, il n'était pas fait. Et ce qui m'a d'autant plus étonnée, pour une ancienne financière comme moi, c'est de voir que des entrepreneurs qui créaient déjà des centaines de milliers d'euros en chiffre d'affaires, qui avaient même des millions d'euros pour certaines de chiffre d'affaires, se rémunéraient une rémunération très correcte, mais n'avaient pas cette logique d'aller prendre l'argent de leur rémunération, le sécuriser pour vraiment se créer une sécurité financière à côté, une liberté financière à côté et un avenir financier serein. Ça a été mon premier constat et je me suis dit, c'est drôle parce que moi qui pensais que quand on était entrepreneur, on avait cette logique d'investissement, etc., c'est pas le cas. Et du coup, ça me ramène à ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui qui touche, je pense, la plupart d'entre nous. Moi, j'en ai été la première, dans mon entourage aussi, dans les conversations que je peux avoir, qui est, on n'a pas cette éducation, en fait, de se dire, OK, quand j'ai ma rémunération ou quand j'ai mon salaire, en vrai, comment est-ce que je répartis mon argent pour pouvoir vraiment kiffer, mais aussi me sécuriser. Et c'est exactement ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Donc, il y a cette règle que vous avez peut-être déjà entendue, qui circule pas mal, que vous retrouvez, comme je vous disais, dans plusieurs ouvrages, qui parle en pourcentage. Et ça, je trouve que c'est une règle qui est importante parce qu'elle est facile à retenir, que vous pouvez appliquer de partout et qui va justement contrôler ce fameux effet de plus ma rémunération elle augmente, plus je dépense. Et c'est pas parce que ma rémunération augmente, donc en général, mon niveau de vie peut augmenter. Par contre, ça veut pas dire pour ça que je me sécurise financièrement d'autant plus. D'accord ? Cette règle des pourcentages, elle est importante à comprendre puisque peu importe votre niveau de rémunération, elle est applicable. Et elle va aussi jouer sur toutes celles qui sont, comme moi dans la salle, anciennes dépensières ou qui le sont encore aujourd'hui, ultra dépensières, qui un petit peu cette philosophie de vie YOLO, comme on pourrait dire, de il y a de l'argent sur le compte, donc j'en profite, je me fais kiffer, je fais des trucs trop bien, et qui vont se regarder dans le blanc des yeux à l'âge de 40 ans et se dire waouh, j'ai toujours pas un copec de côté, ça craint, tu vois, où est passé tout l'argent que j'ai généré. Donc cette règle que vous avez déjà peut-être entendu parler, de base, on dit quand vous avez 100% de votre rémunération, d'accord, donc 100% de rémunération, vous allez utiliser 55% pour tout ce qui est vos dépenses nécessaires. Donc, dans ce qui est nécessaire, c'est ce qui est nécessaire. Donc, on parle de logement, on parle que ce soit votre loyer ou votre crédit IMO, on parle de voiture, on parle des assurances, on parle de la nourriture, on parle vraiment des dépenses essentielles presque à la survie de l'humain, j'ai envie de vous dire, d'accord ? Ça ne devrait pas excéder 55% de votre rémunération. Déjà, je sais que certaines d'entre vous vont se dire « Oh là là, mais moi, déjà là, ça va pas ». Et en fait, je pense que ça, c'est important parce que ça permet de savoir au niveau de votre train de vie, est-ce que peut-être il y a des choses à revoir, d'accord ? Donc, après, vous avez 2 leviers. Soit vous réduisez vos dépenses de manière à ce que ça rentre dans ces 55% de budget, soit vous cherchez un moyen d'augmenter votre rémunération. Vous changez de job, vous demandez une augmentation. Si vous êtes entrepreneur, vous vendez plus ou vous revoyez les ratios dans votre entreprise qui vous demandent à augmenter votre rémunération, pour pouvoir augmenter votre rémunération. Donc, grosso modo, vous travaillez sur la rentabilité. OK ? Donc, de ces 100%, je dédie 55%. Ensuite, en général, ce qu'on va vous dire, qui est assez global, et puis moi je vais vous amener ma vision affinée là-dessus, c'est qu'il y a ces 55% pour ça. Ensuite, vous allez avoir 20% qui vont être dédiés à vos plaisirs.
Donc vos plaisirs, là-dedans, ça peut être mettre de l'argent de côté aussi pour partir en vacances. Ça peut être les restaurants, pour certains ça va être le shopping, pour certaines ça va être les spas, les restaurants, bref, peu importe, tout ce qui a trait au plaisir, qui n'est pas nécessaire et qui a trait au plaisir. Ça devrait être 20%, d'accord, de la rémunération. Et pareil, peu importe votre niveau de rémunération. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Puisque sinon, vous allez avoir cette sensation et vous allez générer cette frustration que probablement dans votre vie, vous avez déjà connue de « Oh là là, j'en ai marre, je travaille, mais j'ai jamais l'impression de pouvoir profiter du fruit de mon travail. » Que vous soyez salarié ou entrepreneur, c'est pareil. Ok ? Donc cette catégorie-là, souvent, dans les règles, on vous dit 20%. Et ensuite, on a la dernière catégorie qui est 25%. Et là, c'est ce qu'on dit c'est le budget, quelque part, qu'on doit allouer à l'épargne ou à l'investissement. Pour moi, ces 25%-là, ils doivent être en premier lieu dédié à la création de votre épargne de fonds d'urgence, épargne de précaution, fonds d'urgence. Pour rappel, votre fonds d'urgence, c'est entre 3 et 6 mois de vos dépenses nécessaires. Ok ? Une fois que vous avez constitué ce fonds d'urgence-là, et ben là, du coup, vous commencez à allouer le surplus, soit dans une épargne qui a destination à financer un projet, moyen, long terme. Ça peut être les études des enfants, un voyage exceptionnel, une résidence secondaire, je sais pas, si vous êtes fan de voiture, une voiture, de montre, une montre, enfin quelque chose qui a attrait au moyen long terme, ou bien évidemment c'est de l'argent que vous dédiez purement à de l'investissement, qu'il soit financier, qu'il soit locatif, qu'il soit immobilier, qu'il soit dans l'art, qu'il soit dans le private equity, bref, tout ce que vous pouvez créer en utilisant l'argent pour créer de l'argent, en gros, d'accord ? Ça, c'est vraiment les règles de base. Donc 55% nécessaire, 20% plaisir, 25% d'épargne de précaution / investissement. Vous pouvez aussi, dans ces derniers 25%, vous dire « Ok, moi j'aimerais bien faire un peu des deux. » Donc par exemple, je n'ai pas encore mon fonds d'urgence complet, mais je voudrais allouer 15% à prévoir mon fonds de précaution et puis peut-être garder 10% où je commence déjà à faire un petit peu d'investissement. Ma recommandation, ce serait de vous dire, tant que vous n'avez pas votre fonds d'urgence, allez pas faire de l'investissement, d'accord ? C'est important. Dans la psychologie de l'investissement, et je vais faire un épisode là-dessus, je pense prochainement, c'est le plus important pour moi, c'est pour aller là-dedans et vous autoriser à prendre des risques, d'accord ? Parce que le risque est rémunérateur, il faut que vous vous sentiez sécurisé. Donc, on travaille sa sécurité intérieure, mais on travaille aussi sa réelle sécurité financière. Et c'est à ça que sert un fonds d'urgence, d'accord ? Fonds d'urgence, épargne de précaution, comme vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit de manière générale. Moi, ce que je vous amène, il y a un peu plus de granularité là-dedans. Donc encore une fois, on part des 100%, d'accord ? 100% votre rémunération ou votre salaire. Ensuite, 55%, je garde la même base pour tout ce qui est nécessaire. Encore une fois, votre loyer, votre crédit immobilier, le crédit de la voiture, les courses, les assurances, l'EDF, enfin toutes ces choses-là qui sont nécessaires à votre vécu, d'accord ? À la survie de vous-même et de votre foyer. La deuxième catégorie, pour moi, elle tombe à 10%. 10%, c'est là où vous allez mettre encore une fois votre épargne de précaution, votre fonds d'urgence, ok ? Vous constituez ça. Encore une fois, si vous n'avez pas ça, ça doit être votre priorité. On pense sécurité financière avant de penser liberté financière. Parce que d'ailleurs, la sécurité financière est l'un des paliers pour atteindre la liberté financière, d'accord ? Donc 10% là-dessus. Ensuite, vous allez utiliser 10% à ce que moi j'appelle dépenses de bien-être, de santé et d'éducation. Donc par exemple, c'est le budget que je mets dans les compléments alimentaires, les ostéos, les analyses sanguines qui ne sont pas remboursées ou autres d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Chiropracteur, enfin vous voyez toutes ces dépenses qui ont attrait au bien-être, à la santé, à vraiment être dans la prévention et à prendre soin de vous. J'ajoute aussi formation, puisque quand on est entrepreneur, on est toujours un petit peu des learning machines, on est toujours en train d'apprendre des nouveaux trucs, se développer, etc. Personnellement, prise en parole, leadership, posture, tout ça. Mais je pense que même si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est important de vous dire que vous êtes un éternel étudiant et que peut-être vous allez avoir envie d'apprendre des choses. Donc peut-être que vous allez avoir envie de faire une formation de phytothérapie pour apprendre des choses sur les plantes ou d'herboristerie. Peut-être que vous allez avoir envie d'apprendre la mode et du coup d'aller faire une école de mode.
mode. Peut-être que vous allez avoir envie justement de prendre un programme pour en apprendre plus sur le développement personnel, sur l'argent, sur la finance, sur l'immobilier, sur la cuisine, sur le yoga, enfin peu importe, mais je pense que c'est important de vous dire que à aujourd'hui, et notamment avec le monde qui va de plus en plus vite, on a de la curiosité qui se crée, qui se génère, et c'est intéressant d'aller l'alimenter. Donc toujours 10% du budget qui répond à ça, santé, bien-être et éducation, ok ? Après celui-là, on a les 10% évidemment de plaisir. Bon, moi, vous commencez à me connaître, je suis une vraie épicurienne. Et d'ailleurs, clairement, le budget plaisir, moi, j'ai jamais eu aucun problème à le mettre en avant. Pendant très longtemps dans ma vie, ça n'a jamais respecté les 10%, bien loin de là. Et honnêtement, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'aurais aimé apprendre avant pour les mettre en place avant. Ça m'aurait évité tellement de galères dans ma vie et ça m'aurait vraiment appris aussi au moment où on arrive dans l'entrepreneuriat à déjà avoir cette logique, d'accord ? Parce que j'avais une logique de finance d'entreprise, mais pas forcément celle-ci. Bref, parenthèse fermée. Donc 10% plaisir. Plaisir, restaurant, vacances, shopping, acheter des tasses, voilà. Moi j'adore acheter des tasses, peu importe ce que vous voulez, tout et n'importe quoi, ce qui vous fait plaisir en fait, d'accord ? Pour certaines personnes c'est matériel, pour d'autres c'est immatériel. Pour moi c'est important. Ensuite, on retombe sur nos fameux 10% d'investissement long terme, moyen terme ou de revenus passifs. D'accord ? Très important. Vous vous rappelez, dans la deuxième catégorie, je vous ai dit 10% d'épargne de précaution. Pour moi, une fois que vous avez créé votre épargne de précaution, votre fonds d'urgence, ces fameux 10%-là que vous utilisez à ça, ils viennent rejoindre les 10% dont je viens de vous parler pour l'investissement moyen, long terme, voire revenu passif, d'accord ? Donc, il y a un moment donné dans votre vie où ça doit basculer, c'est plus seulement 10%, ça se transforme en 20%, vous allouez à ça, d'accord ? Hyper important parce que là, on construit votre sécurité, pas votre sécurité financière, pardon, votre avenir financier. Là, on construit votre avenir financier, d'accord ? Avec ce pourcentage-là, donc c'est important. Revenu passif, finance, bourse, immobilier, private equity, montre, art, ce que vous voulez, mais en tout cas, quelque chose qui utilise l'argent sans votre temps pour venir faire un effet de leverage dessus, d'accord, un effet de levier. Et les derniers 5%, et c'était ce que m'avait apporté le séminaire que j'avais fait à l'époque à Bruxelles, c'est la charité. Et en fait, je trouve ça hyper important. Et personnellement, moi, dans les valeurs même de mon entreprise, aujourd'hui, il y a la contribution. Donc, je pourrais l'appeler contribution. Ici, on parle de charité. Et du coup, c'est d'allouer 5% de votre rémunération à ça. Dons d'associations. Associations pour les animaux, associations pour les femmes battues, pour les enfants, pour la famine, pour ce que vous voulez. Il y en a tellement, les combats féministes, militants, peu importe. Mais du coup, 5% de ce que vous gagnez, vous générez, que ce soit de la rémunération, du salaire, encore une fois, que vous allez contribuer là-dedans. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une rémunération qui vous permet de vraiment offrir ces 5% de manière confortable avec ces autres ratios, pensez à votre temps. Est-ce que peut-être vous pouvez donner une journée par mois, une semaine dans votre année, quelque chose comme ça ? Je pense que c'est profondément humain et que ça nous fait du bien, pas à l'ego, mais au cœur. Donc ça, c'est important. Et sinon, 5% de votre rémunération, vous pouvez le faire en mensuel, vous pouvez le faire en annuel, peu importe. Mais je trouve ça important. Donc du coup, je récapitule. Grosso modo, c'est assez simple. Vous avez 55% pour les dépenses nécessaires, vous avez 5% pour la charité et tous les autres postes de dépenses, c'est 10%. On a l'épargne de précaution, on a bien-être, santé, éducation, on a investissement moyen, long terme et bien évidemment, on a plaisir. Honnêtement, si vous respectez ces règles de répartition, d'allocation de votre budget dans vos finances personnelles, vous allez voir que votre santé financière, parce que c'est de ça dont on parle ici, votre santé financière entre l'année 1 et l'année 5 sera radicalement différente. Et le problème d'aujourd'hui, je pense, c'est qu'on est tellement dans une société aussi qui nous pousse à l'immédiateté, à avoir de la récompense immédiate, qu'on a du mal à se projeter, se dire « mais en fait, je fais ça et qu'est-ce que ça pourrait donner dans 3, 5, 10 ans ?» Sauf que clairement, vous êtes sur cette planète, vous n'êtes pas parti pour vous en aller demain. Et l'enrichissement éthique et
confortable pour votre système nerveux, d'accord? C'est important. Il se fait sur une échelle moyen, long terme, pas sur une échelle court terme. C'est d'ailleurs pour ça que, même si je reviens à l'entrepreneuriat, vous avez un mode d'entrepreneuriat qui sont les startups, qui sont ultra rapides, où on y va, on avance vite, on génère vite du revenu et on a un leverage exponentiel, mais du coup, on bosse comme des malades mentaux, comme des malades mentaux pendant 3, 5, 6, 7 ans à en faire des cheveux blancs, à en perdre des dents, avoir des problèmes de bide, des burn-out et tout ce genre de choses pour récupérer de l'enrichissement facile et après vivre une vie YOLO. C'est quelque chose que l'on peut faire, c'est quelque chose que l'on peut vivre, mais vous n'êtes pas obligé de vivre à ce rythme-là. Vous pouvez aussi vous dire, moi, je construis en fait mon avenir financier. Je le construis sérieusement, je le construis avec engagement, je le construis avec discipline. Ça me motive parce que avant de faire tout ça, bien évidemment, je vais chercher le sens, etc. D'accord ? Ça, c'est ma méthode, c'est ma vision aussi. Et du coup, je fais ça et quand je me projette là-dedans, je me dis, ok, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler dans 5 ans ? Et du coup, c'est un exercice que je vais vous inviter à faire, à vous dire, prenez la rémunération que vous avez aujourd'hui, d'accord ? Et allez appliquer ces ratios-là. Et du coup, multipliez là tout ce qui est épargne de précaution, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est charité, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est long terme, investissement. Et voyez dans 5 ans, chacune de ces enveloppes, qu'est-ce que ça... combien littéralement est-ce que ça générerait et du coup, qu'est-ce que vous pourriez financer avec chacune de ces choses-là. Ok ? Hyper important. Ça, pour moi, si vous le mettez en place, c'est pas que vous êtes gagnant, c'est que vraiment, vous avez compris le jeu de la vie, vous avez compris le jeu de la sécurité financière, vous avez compris le jeu de la stabilité financière, vous avez compris le jeu du leadership financier. Donc, ceci est une invitation. Honnêtement, je pense que ce podcast, il est digne d'une masterclass. Ça, ce que je viens de vous donner là, ça a énormément de valeur. C'est une des vidéos quasiment identiques, même si je vais encore plus loin parce que j'illustre, je donne des exemples, etc., de mon programme phare Financial Serenity. Au module 5, avant d'aller passer au couple et à l'argent, j'ai toute une vidéo comme ça sur les finances personnelles. Donc cette méthode-là, c'est vraiment quelque chose que je vous donne, que je vous offre parce que je pense qu'elle est d'utilité publique et c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à recevoir mes premiers salaires il y a maintenant 10 ans. Ouais, ça me rajeunit pas. Ok ? Donc, j'ai hâte de savoir comment vous allez appliquer ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, venez me voir en MP sur Insta. J'adore quand vous me parlez de débrief de ce que vous avez vécu pendant les épisodes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao!